Salut, bienvenue à cet autre numéro AMD Lab Minutes of Learning. Si vous nous suivez pour la première fois, nous sommes RMDC Lab, votre groupe de recherche et de consulting en statistique et méthode de recherche. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler d'un concept très important, voilà, d'une méthode très importante qui est le score de propension. Voilà, donc c'est une introduction très douce qui se veut pour les chercheurs en sciences sociales. Sans plus tarder, voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, c'est une introduction, comme on disait, très douce et nous ferons de notre mieux pour vous montrer un exemple d'application dans R. Voilà, donc qu'est-ce qu'un score de propension? Bon, déjà, il faut savoir que le score de propension représente la probabilité qu'un participant reçoive, voilà, un sujet, hein. Voilà, il y a des recherches où nos sujets ne sont pas voilà, des personnes, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, c'est un sujet. Pardon, le score de proportion représente la probabilité qu'un participant reçoive un traitement basé sur ses caractéristiques observées. Voilà, donc, de façon basique, voilà, c'est ce on peut dire déjà. Et donc, c'est un score qui est généralement estimé à l'aide de modèles statistiques qui prennent en compte diverses variables. Voilà, donc on veut en fait représenter quelle serait la probabilité qu'un sujet, n'est-ce pas, reçoive un traitement basé sur ses caractéristiques observées. Et parce qu'on va faire l'exemple pratique dans R, vous allez mieux comprendre. Voilà, donc comprendre ce score de proportion est vraiment essentiel pour voilà son application dans diverses recherches et des études statistiques. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici dans cette vidéo qui se veut introductive, une introduction très douce. Donc déjà, on peut aussi essayer de parler un peu de l'utilité. Voilà, pourquoi est-ce que c'est utile, voilà, de connaître cette méthode? Donc, il faut savoir que généralement, lorsqu'on nous sommes dans les recherches, voilà, les recherches d'observation, nous n'avons pas fait des expérimentations, n'est-ce pas? Donc, on remarque que ce sont des données en fait qui sont qui peuvent être beaucoup influencées en fait. Voilà, ces données peuvent être beaucoup biaisées et tout. Voilà, donc en utilisant la méthode, sinon les scores de proportion, dans un premier temps, on essaie de déjà minimiser les biais. Donc, le score de proportion permet de réduire les biais dans les études d'observation, comme je le disais, et ça rend les résultats plus fiables et comparables. Voilà, donc, je pense que vous allez comprendre. Voilà, si jusque-là vous avez des questions, si ceci semble un peu flou, vous allez comprendre. C'est pourquoi on a un volet où on va faire l'application en R pour mieux, voilà, pour mieux vous faire comprendre ce concept. Un autre avantage, voilà, c'est que ça permet de faciliter des comparaisons équitables entre les groupes traités et les groupes non traités. Et donc, ça améliore ainsi la qualité des conclusions tirées. Généralement, lorsqu'on veut mener une étude d'expérimentation, on a deux groupes, n'est-ce pas? Un groupe qui reçoit un traitement et puis il y a un groupe de contrôle. Voilà, et ce qu'on fait dans une expérimentation, on essaie de nous assurer que les deux groupes sont similaires en ce qui concerne les caractéristiques. Par exemple, si ce sont deux groupes de personnes, on veut voir un groupe de personnes, les deux groupes sont des personnes malades, mais un groupe prend, supposons, un vaccin, et un autre groupe ne prend pas un vaccin. On veut s'assurer que les groupes, que ce soit les groupes qui prennent le vaccin ou qui ne prennent pas le vaccin, ce sont des groupes qui sont plus ou moins homogènes, qui sont comparables. En telle enseigne que lorsqu'on observe une différence, par exemple, dans le temps qu'il prend, que chaque groupe prend pour guérir de la maladie, on peut attribuer cette différence-là au traitement, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on fait dans une expérimentation, mais dans une étude d'observation, c'est pas toujours le cas. Parce que, de toute façon, la plupart du temps, lorsqu'on collecte les données dans une recherche d'observation, on prend les données sur ceux qui sont aptes à répondre, n'est-ce pas? Donc, on ne fait pas forcément un contrôle. Voilà, donc en utilisant la méthode du score de propension, cela permet de faciliter la comparaison. Donc, on a des comparaisons équitables entre les groupes traités et non traités. Donc, ça améliore ainsi la qualité des conclusions tirées. Donc, c'est comme si même lorsqu'on a des études d'observation, lorsqu'on applique ces méthodes de score de propension, on peut
arriver à une étude qui est proche d'une expérimentation. Voilà, donc ça améliore la qualité des conclusions qu'on peut tirer de telles études. Voilà, donc l'autre point important qui montre un peu pourquoi est-ce que le score de proportion est utile, c'est que son utilisation imite, comme je le disais tantôt, un design expérimental ou une expérimentation. Donc, ce qui augmente la validité interne des études sociales. Donc, déjà, on peut s'arrêter ici pour savoir, mais c'est quoi la validité interne? Voilà, pour ceux qui sont nouveaux en recherche ou, voilà, ne sont pas familiers avec le terme validité interne. Il faut savoir qu'il y a deux types de validité lorsqu'on fait une recherche. Il y a la validité interne, on va parler de ça tout à l'heure, et la validité externe. Voilà, donc la validité externe, de façon rapide, ça, c'est le degré auquel on peut généraliser notre étude, en fait, sur, voilà, sur une population plus grande. Donc, on va parler ici de validité externe. Maintenant, la validité interne, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut savoir qu'en recherche, la validité interne fait référence à la fiabilité des résultats d'une étude. Donc, voilà, elle fait référence à la validité, à la fiabilité des résultats d'une étude en assurant que les relations observées entre les variables sont bien causales et non influencées par des facteurs externes. Voilà, donc lorsqu'on dit que dans une recherche, par exemple, le vaccin permet la récupération rapide d'une certaine maladie, on veut s'assurer, en fait, lorsqu'on émet cette conclusion, on veut que le lien qu'on est en train de mettre, c'est un lien causal, n'est-ce pas? On veut que ce soit vraiment on veut que la récupération soit vraiment causée par le vaccin, ce n'est pas d'autres facteurs externes. Donc, lorsqu'on fait une étude et on voit que on peut émettre une conclusion en fait de causalité, mais en réalité, il n'y a pas de causalité. Donc, on va voir qu'on est en train de violer en fait notre validité interne pour notre étude. Voilà, donc en d'autres termes, la validité interne permet de garantir que les conclusions tirées sont réellement dues aux variables étudiées et non à des biais ou à des erreurs méthodologiques. Donc, c'est important lorsqu'on fait une recherche. Donc, si vous êtes intéressé, nous pourrons faire une vidéo sur la différence entre la validité interne et externe et comment est-ce que vous pourrez améliorer votre validité interne et externe dans vos recherches. Donc, on pourra faire une vidéo là-dessus. Si vous êtes intéressé, venez nous le faire savoir en commentaire. Donc, la validité interne voilà, c'est vraiment important. Voilà, c'est important parce que ça permet aux chercheurs, voilà, ça permet aux chercheurs de prouver des relations de cause à effet entre des variables indépendantes et dépendantes. Voilà, donc si une étude manque de validité interne, il devient difficile de savoir si les résultats sont réellement dus aux facteurs étudiés ou à des influences extérieur. Donc, c'est vraiment important. Donc, lorsqu'on utilise le score de proportion, n'est-ce pas, lorsqu'on a une étude, on a une étude d'observation et on, on utilise le score de proportion pour nous rapprocher un peu d'un style d'expérimentation. Voilà, cela nous permet d'augmenter en fait nos validités internes. Voilà, donc, c'est important d'apprendre, voilà, comment est-ce qu'on peut appliquer le score de proportion dans notre étude d'observation. Et c'est pourquoi on fait cette vidéo. Donc, brièvement, on va parler de l'origine. Voilà, d'où est-ce que cela provient, le score de proportion. Donc, il faut savoir que le score de proportion a été introduit par Rosenbaum et Ruben, voilà, dans les années 80. Donc, c'était pour améliorer un peu la recherche ils sont venus avec cette méthode. Donc, cette méthode est, voilà, si on peut le dire, vraiment révolutionnaire, car ça a permis des analyses plus précises dans les études non expérimentales. Parce que généralement, on se disait, bon, si on n'a pas d'études expérimentales, voilà, c'est difficile pour nous d'arriver à des conclusions de cause et effet, n'est-ce pas? Et souvent, on voit aussi que ce n'est pas pratique aussi d'avoir des études expérimentales. Par exemple, il y a, à cause de certaines règles d'éthique, par exemple, on ne peut pas forcément tout le temps avoir, ou on ne peut pas mener tout le temps des études expérimentales. Souvent, ça viole certaines règles d'éthique et tout. Et souvent, ça demande beaucoup de choses. Donc, même lorsqu'on a l'étude d'observation, cette méthode-là a été créée, en fait, pour révolutionner, en fait, voilà, et pour nous permettre d'arriver à des analyses plus précises, même lorsqu'on a des études d'observation. Voilà, donc le développement de ce score aussi a permis une meilleure estimation des effets du traitement. Voilà, parce que souvent aussi, lorsqu'on fait des études, on voit il y a un traitement, mais quel est l'effet réel du traitement? Donc, cette méthode, en fait, permet une meilleure estimation des effets du traitement. Donc, ça rend aussi les études
non expérimentale, plus fiable et innovative, comme on le disait. Et depuis son introduction, il faut savoir que cette méthode a été largement adoptée dans divers domaines des sciences sociales. Donc, ça permet de transformer la façon dont les résultats sont analysés. Voilà, donc c'est un peu ce qui concerne l'origine. Maintenant, on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'on arrive à estimer, n'est-ce pas, les scores de propension? Donc, on va voir ça rapidement. Donc, l'estimation des scores de propension repose sur des modèles statistiques permettant de prédire les traitements des individus. Voilà, donc, comme je disais tantôt au début, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Si vous vous rappelez, on a dit que le score de proportion représente la probabilité qu'un participant reçoive un traitement basé sur ses caractéristiques observées. Donc, il s'agit d'estimer ce score de proportion-là, en fait, on essaie de, voilà, on essaie de prédire, en d'autres termes, on veut prédire le traitement des individus. Étant donné les caractéristiques de l'individu, quelle est la probabilité qu'il y ait il reçoive le traitement ou voilà, le placebo, par exemple. Voilà, donc les chercheurs utilisent souvent des régressions logistiques pour estimer la probabilité d'un traitement en fonction des caractéristiques. Donc, on va voir que cette méthode n'est pas loin, n'est-ce pas, de la régression logistique. Ah, donc, l'analyse prend en compte diverses caractéristiques observées qui affectent la probabilité de recevoir un traitement. Donc, voilà. Donc, on va voir ça dans R. Voilà. On va voir que qu'est-ce qui influence en fait la probabilité que quelqu'un reçoive un traitement? Quels sont les facteurs? Quelles sont les variables? N'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on essaie de prendre en compte pour pouvoir prédire, voilà, si oui ou non le participant ou le sujet recevra le traitement. Donc, voici un peu ce qu'il faut retenir de façon basique. OK. Donc, quels sont comment est-ce qu'on arrive à choisir ces variables-là? Puisqu'on a dit que l'analyse prend en compte les diverses caractéristiques observées qui affectent la probabilité de recevoir un traitement. Donc, on peut se demander, bon, comment est-ce qu'on arrive à choisir des variables prédictives, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir déjà que choisir correctement les variables influence, voilà, directement la précision des scores des proportions obtenues. Voilà, donc c'est important de aussi savoir que, comme toute recherche, on veut faire des analyses, que ce soit des régressions, etc. Cela repose quand même sur une certaine revue de littérature, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir que le choix de ces variables ne se fait pas au hasard. Voilà, donc savoir les choisir correctement va beaucoup influencer la précision des scores de proportion obtenus. Donc, si lorsqu'on arrive à sélectionner des variables pertinentes, on va voir qu'on arrive à réduire le biais d'appariement. Voilà, donc ça nous permet ainsi d'améliorer la validité des résultats. Donc, il faut savoir que un score de proportion est aussi bon que les variables prédictives qu'on a choisies. Voilà, donc on peut pas, voilà, on peut pas espérer avoir un score de proportion qui nous permet voilà, d'augmenter la validité interne sans toutefois faire une bonne sélection des variables prédictives. Donc, et pour faire un bon choix des variables prédictives, il faut, voilà, faire une revue de littérature. Donc, c'est comme toute recherche, il faut savoir faire une revue de littérature. Nous avons fait une vidéo, je crois, il y a des temps de cela, où nous parlons un peu des méthodes de revue de littérature. Cela pourra vous aider à revisiter. Voilà, donc allez sur notre chaîne et vous verrez cette vidéo. Voilà, donc il faut savoir que des variables bien choisies, comme je disais, augmentent la validité des résultats, ce qui est essentiel pour des analyses fiables. Donc voici, euh, on peut dire en d'autres termes, voici un challenge quand il s'agit du score de propension. Donc, la qualité des variables prédictives voilà, est nécessaire. Voilà, est nécessaire pour arriver à des résultats qui sont valides. OK, donc on va parler un peu de l'utilisation des modèles logistiques. Comme on a dit, c'est un peu similaire à la régression logistique. Donc, il faut savoir que les modèles logistiques sont essentiels pour estimer les scores de propension. Donc, ça facilite ainsi les décisions basées sur les données. Donc, ces modèles peuvent gérer à la fois des variables catégorielles et continues. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Donc, ça les rend très flexibles dans l'analyse des données. Donc, il faut savoir que les modèles logistiques quantifient la relation entre les variables prédictives et la probabilité du traitement. Donc, ça offre des aperçus vraiment précieux. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici dans le score de proportion.
OK, donc on va voir un peu les techniques. Voilà, parce que le but, en fait, c'est de prédire, comme on a dit, le traitement qu'un sujet recevra, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir que lorsqu'on fait ça, c'est pour arriver à une fin, en fait, n'est-ce pas? Donc, on veut être à mesure de pouvoir apparier le traitement, sinon les individus traités, les individus non traités. Alors, donc, l'appariement un à un, il y a différentes techniques d'appariement. Donc, ici, déjà, l'appariement un à un, n'est-ce pas, ça associe des individus traités et non traités avec des scores de proportion similaires pour une analyse équitable. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on prend, on arrive à créer deux groupes, n'est-ce pas? On va voir que si on calcule le score de proportion des groupes traités, c'est le même que le score de proportion des groupes non traités. Donc, c'est un appariement 1 à 1, 1 à 1. Voilà, donc le ratio, c'est 1 1. Il y a aussi une autre méthode qui est l'équilibrage des groupes. Donc, cette technique aide à équilibrer les groupes traités et non traités afin de minimiser le biais dans l'analyse des résultats. Voilà, et l'appariement 1 à 1 vise à réduire les biais potentiels. Voilà, ça arrive à réduire les biais potentiels, donc ça améliore la validité des conclusions tirées des résultats. Voilà. Donc, la première technique, voilà, c'est l'appariement un à un. Donc, on va voir également qu'il y a l'appariement avec remplacement et sans remplacement. Donc, l'appariement avec remplacement, c'est que ça permet à un individu non traité d'être associé à plusieurs individus traités, augmentant la flexibilité d'appariement. Donc, s'il y a les deux groupes, en fait, on peut voir qu'un individu qui était non traité peut être associé à plus d'un individu traité, en fait. Voilà, donc ce n'est pas un à un. Voilà, c'est avec remplacement. Donc, un individu non traité peut être associé à plusieurs individus traités. Voilà, donc, en d'autres termes, vous voyez ça, si un groupe de quatre personnes, n'est-ce pas, un groupe de quatre personnes, une personne a pris un vaccin, et on se dit que le vaccin va permettre une récupération rapide d'une certaine maladie, et trois autres personnes n'ont pas pris. Donc, dans l'appariement avec remplacement, on va voir que, supposons que le score de proportion de celui qui a pris le vaccin est égal au score de proportion des trois autres, n'est-ce pas? Chaque score est le même. On va voir que cet individu, au lieu d'être apparu à une personne entre les trois, il sera apparu aux trois en même temps, parce que c'est le même score de proportion. Mais lorsqu'on fait l'appariement un à un, parmi les trois, il y a un seulement qui sera utilisé pour être apparu à celui qui a été traité, en fait, dans l'un des trois. Mais avec remplacement, on peut prendre les trois. Et il y a l'appariement sans remplacement. Donc, avec cette approche, un individu non traité ne peut être utilisé qu'une seule fois. Donc, ça limite les associations possibles. Donc, les différents avantages, c'est que comme on le sait, toute méthode présente des avantages et des inconvénients en matière de biais et d'efficacité. Donc, ça influence le choix de la méthode d'appariement. Donc, c'est important de vraiment réfléchir au choix, en fait, de la méthode d'appariement qu'on veut utiliser. C'est très important. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer la qualité de l'appariement? Voilà, donc, d'abord, il faut savoir qu'il est crucial que les groupes soient comparables pour garantir la validité des résultats. Donc, cela permet d'éviter les biais dans les conclusions. Voilà, donc, il faut que les groupes soient comparables. Ça, c'est un. Et il y a des tests statistiques qui sont appropriés, n'est-ce pas, pour évaluer l'équilibre des caractéristiques entre les groupes traités et non traités. Donc, on va voir tout cela dans R tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a des méthodes statistiques qui existent. Donc, ça aide à mesurer l'efficacité de l'appariement. Et après aussi, on peut se plier sur la visualisation des données, en fait. Voilà. Donc, des graphiques peuvent permettre de faciliter la compréhension de l'équilibre entre les groupes. Donc, cela peut rendre les analyses plus accessibles et interprétables. OK. Quels sont les avantages d'utiliser voilà, le score de propension. Donc, comme on disait tantôt, ça permet de réduire le biais. Voilà, donc lorsqu'on utilise un score de propension, ça aide à réduire les biais dans les estimations d'effets. Donc, ça améliore ainsi la validité des résultats. Donc, il y a la qualité des données. Donc, il faut savoir que le score de propension améliore la qualité des données analytiques en assurant une meilleure représentation des variables pertinentes. Et troisième point que je note ici, c'est que ça permet d'imiter des conceptions expérimentales dans les études non expérimentales. Donc, ça augmente ainsi
la robustesse, n'est-ce pas, des conclusions. Donc, voici les avantages de l'utilisation du score de proportion. Et, et bien entendu, il y a des limites. Voilà, comme toute méthode, il y a des limites. Donc, une limite, faut savoir que, voilà, c'est une méthode qui nécessite des données complètes et précises pour produire des résultats fiables et significatifs. Donc, sans cela, les conclusions peuvent être biaisées. Comme on disait tantôt, un score de proportion est aussi bon que les variables prédictives qui sont utilisées en fait pour produire ce score. Donc, c'est important de savoir que voilà, c'est à mettre en avant, on met ici que dans les limites et défis, c'est un avantage en même temps, c'est un défi, n'est-ce pas? Donc, il faut savoir aussi qu'il existe un risque de biais résiduel si les variables importantes sont omises de l'analyse, donc ce qui peut altérer les résultats, comme je disais tantôt également. Donc, on va voir que les variables prédictives, le choix des variables est la clé lorsqu'il s'agit du score de propension. Donc, les résultats souvent peuvent être difficiles à interpréter. Voilà, donc souvent, ça nécessite une expertise pour comprendre les implications des analyses. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on fait l'exemple, on va essayer de vous faire comprendre un peu plus. Voilà, voilà, comment est-ce que cela marche? Voilà, donc ça va permettre de mieux cerner cela. Voilà, donc, en termes de logiciel, voilà, on peut le faire dans R, on peut utiliser Python et voilà, d'autres softwares. Voilà, mais tout à l'heure, nous avons fait l'application dans R. Voilà, donc, comme une conclusion, avant qu'on aille dans R, voilà, retenons que le score de proportion est essentiel pour les chercheurs en sciences sociales, hein. Voilà, donc ça permet de contrôler en fait les biais dans les études. Donc c'est très important, c'est un outil vraiment fondamental. Donc c'est un outil qui permet d'améliorer l'intégrité des recherches. Donc ça augmente, comme on disait tantôt, la validité interne. Et la validité interne, comme on le disait, ça fait référence à la fiabilité des résultats d'une étude. Donc ça augmente la fiabilité des résultats des recherches. Et voilà, donc ça nous donne des résultats plus fiables et valides. Et comprendre les applications du score de propension permet aux chercheurs de produire des études de haute qualité. Donc, c'est important. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo. Voilà, donc, avant que nous passions dans R, voilà, voici nos contacts. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. La méthode préférée que nous utilisons où nous répondons rapidement, c'est WhatsApp. Donc, vous pouvez nous écrire directement via WhatsApp. Donc, nous allons aller dans R. Nous allons aller dans R voilà, pour faire un exemple pratique. Voilà, donc je vais essayer d'agrandir. OK. Donc, j'essaie d'agrandir. Et donc, on retient déjà qu'il y a, voilà, donc il y a des softwares spéciaux, sinon des packages dans R spéciaux avec lesquels on peut faire cette analyse dans R. Voilà, donc, le package qu'on va utiliser la plupart du temps pour l'analyse de proportion, le score de proportion, c'est Match It en anglais. Donc, Match It, c'est le package. Donc, si vous n'avez pas ce package, la première chose, c'est d'installer. Et une fois que vous avez installé, voilà, nous avons beaucoup de vidéos sur R1. Donc, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à vous pencher un peu sur nos vidéos pour apprendre davantage. Mais une fois que vous installez, n'est-ce pas, une fois que vous installez, vous pourrez appeler la librairie. Je pense que j'ai déjà ça installé. Un package, ça s'installe une seule fois. Donc, si vous avez installé, par exemple, aujourd'hui, prochainement, vous n'avez pas besoin d'installer, en fait. Vous pourrez juste appeler la librairie directement. Voilà. Donc, une fois qu'on appelle la librairie, il y a une base de données qui est déjà intégrée dans cette librairie. Et ça va être cette base de données-là qu'on veut travailler. Voilà, ça va être cette base de données qu'on veut travailler.
OK, donc cette base de données s'appelle, on va la nommer données. C'est aussi on va appeler, c'est le nom qu'on donne à nos bases de données. Voilà, on peut mettre ce signe. Ce signe, c'est pour égal ou on peut juste écrire simplement égal. Voilà, c'est la même chose. Donc, la base de données, c'est la Lalonde. Voilà, donc c'est la Lalonde qui est cette base de données. Donc, on va exécuter. Donc, on voit que c'est ici, on voit nos bases de données données. On voit nos bases de données données. Donc, on peut ouvrir cette base de données. On va voir que voici les variables qu'on a. Maintenant, une chose qui est importante, vu que c'est une base de données qui est intégrée dans R, vous allez voir qu'il y a une description pour cette base de données. Donc, ce qui va faire un point d'interrogation et puis le nom de la base de données qui est Lalonde. Bon, ça, c'est le nom original. Voilà, donc ici, parce que je veux demander à R, en fait, demander plus sur ces bases de données. Donc, c'est le nom original que je vais utiliser. Ce n'est pas le nom que j'ai donné. Voilà, donc c'est le nom original que je vais utiliser. Et donc, quand j'exécute, vous allez voir, ça vient dans la partie ici. On a cette partie. Voilà, donc, dans la partie aide, help, on va voir que ici, ça nous dit que ce sont des données de National Supported Work Demonstration. Voilà, donc, ça a été analysé par ces auteurs en 99. Donc, après, on nous donne une description. Donc, c'est un sous-échantillon, n'est-ce pas, de la base de données NSW. Et tout, et ça a été analysé de façon extensive par Lalonde et par ces auteurs-là. Voilà, donc c'est Lalonde, 1986, qui était la première personne qui a analysé ces données. Et on va voir qu'on nous dit, on nous donne des détails ici de ces bases de données. C'est une base de données avec 614 observations. Donc, c'est composé de 180 traités, donc 185 qui sont dans le groupe de traitement et puis 429 qui sont dans le groupe de contrôle. Donc, on va voir que ce n'est pas équitable déjà pour commencer, n'est-ce pas? Voilà, il y a plus de personnes dans le groupe de contrôle que le groupe de traités. On voit aussi qu'il y a 9 variables qui sont mesurées sur chaque individu. Donc, la première variable, l'abréviation, c'est treat. Donc, c'est une variable qui exprime si oui ou non l'individu a reçu le traitement. Donc, s'il a reçu le traitement, c'est 1. S'il n'a pas reçu le traitement, c'est le score de 0. Donc, c'est une variable dummy. Voilà, c'est une variable, comment on dit en anglais, dummy variable. Voilà, donc 1, c'est pour si l'individu a reçu le traitement, a été traité. 0, c'est si l'individu n'a pas été traité. Il y a la variable age, voilà, c'est l'âge en année. Et il y a la variable éduc, voilà, qui est l'éducation. En d'autres termes, c'est le nombre d'années d'éducation. Voilà, donc c'est le nombre d'années d'éducation. Après, il y a la variable race. Voilà, donc ça, c'est la race ou l'ethnicité de l'individu. Ça peut être black, noir, hispanique ou blanc. Voilà, donc voici les trois options. Et après, il y a married. Donc, c'est un indicateur, en fait, pour si oui ou non l'individu est marié. S'il est marié, c'est 1. Si l'individu n'est pas marié, c'est 0. Après, il y a la variable no degree. Donc, c'est un indicateur, en fait, qui dit si oui ou non l'individu a complété le diplôme secondaire. Voilà. Donc, si c'est 1, ça veut dire qu'il n'a pas complété. Si c'est 0, ça veut dire qu'il a complété. Maintenant, la deux variables, ben, donc, RE74, ça, c'est le salaire en 1974, 75. RE75, c'est le salaire en 1975. Et puis, RE70, c'est le salaire en 1978. Et le salaire, c'est en dollars américains. Voilà. Donc, dans cette base de données, une note qu'ils ont mis, c'est que le treat, c'est la variable de traitement. Et puis, R70, c'est voilà, le résultat et les autres variables sont des covariates. Voilà, donc voici un peu cette base de données, mais ça va être cette base de données qu'on va travailler. Voilà, donc une fois qu'on a installé MatchIt et on a appelé la librairie, voilà, donc la prochaine étape, ce sera voilà, on a pris cette base de données intégrée. Donc si vous n'avez pas une base de données, si en principe, lorsque vous faites votre étude, ce sera votre propre base de données. Donc, si vous ne savez pas comment appeler vos bases de données dans R, voilà, nous avons
des vidéos, assez de vidéos là-dessus, en fait. Donc, prenez le temps de parcourir notre page et vous verrez une vidéo au moins qui pourra vous aider à faire des analyses basiques dans R. Donc, supposons que, donc, ce que je vais faire ici, par exemple, une fois que c'est ça, je veux plus avoir à dire donner, donner, non, je vais attacher ma base de données que j'ai appelée données. Donc, quand j'attache, ça me dit en fait que tout ce que je vais faire doit être, toutes les variables que je vais énoncer doivent venir de cette base de données donnée. Donc, j'ai fini d'attacher. Maintenant, je peux essayer, je peux dire à R, par exemple, donne-moi, je veux voir les 10 premières observations. Voilà, je veux voir les 10 premières observations, donc de 1 à 10. Donc, voici les 10 premières observations qu'on voit ici, hein. Voilà, on voit que la première personne, NSW1, dont la personne a été traitée, un, l'âge de la personne, c'est 37 ans. La personne a 11 années d'études. La personne est noire, black, sa race. La personne est mariée. La personne n'a pas la personne n'a pas de diplôme de, du secondaire. Et on voit que le salaire de la personne en 74, c'est 0. 75, c'est 0. Et son salaire en 78, c'est 9 930 $ Voilà, donc voici ça. OK, donc c'est juste un aperçu de données où on pouvait juste faire simplement head. Donc, on fait head, ça nous donne les 6 premières observations. Voilà, mais lorsqu'on a fait ce code ici, ça nous donne les 10 premières. Donc, on a mis de 1 à 10. Mais lorsqu'on fait head, ça nous donne les 6 premières observations. Ça nous donne de 1 à 6. Voilà, on a vu que c'est de 1 à 6. Voilà, comme il le disait, c'est de 1 à 6. Mais le premier code que l'on a mis, c'était de 1 à 10. Comme vous pouvez le voir ici, ça termine à 10. OK, donc une fois qu'on a ça, donc ça c'est juste, si on veut, la première partie c'est étape 1. Voilà, on va juste écrire, pour moi un commentaire c'est dièse, donc étape 1. Voilà, c'est le package. Si vous voulez, c'est d'installer et appeler le package. Voilà, ça c'est la première étape. Voilà, maintenant qu'on a fini cette première étape, comme je disais tantôt, la deuxième étape, et comme je dis, pour écrire un commentaire, il faut toujours mettre le dièse. Voilà, parce que ça, c'est pas le code, c'est juste un commentaire. Voilà, donc une fois qu'on a fini ça, c'est de préparer les données. OK, on a préparé la base de données. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Donc, c'est là qu'on va commencer maintenant à faire le matching. Voilà, donc étape 3, on va faire le matching ou l'appariement. Voilà, en français, l'appariement et évaluer les résultats. OK, donc on va prendre cette base de données, n'est-ce pas? On va mettre M, on peut appeler ça M out. Ça, c'est le nom qu'on donne à au code qu'on est en train d'écrire. Voilà, on va mettre, c'est égal à. Donc, la fonction qu'on utilise, c'est match it. C'est cette fonction qu'on va utiliser, match it. Maintenant, on a dit qu'on veut prédire, en fait, le score de proportion, c'est de prédire, en fait, l'appartenance au groupe de traitement, n'est-ce pas? En fonction des variables avec des variables prédictives. Donc, ça veut dire notre variable ici, la première variable qu'on va entrer, ça va y en d'autres thèmes. Y en d'autres thèmes, donc ça sera la variable treat. Ça sera notre y. Maintenant, nos variables prédictives. Supposons qu'on veut prédire ça avec, supposons, hein, voilà.
comme elle dit, ce soit pas, comme je disais tantôt, en fait, pour les variables prédictives doivent venir, en fait, de l'arrivée de littérature. Doivent venir de l'arrivée de littérature. Voilà, mais supposons que, on sait que, voilà, après l'arrivée de littérature, il y a la race. Supposons que les variables prédictives, ça inclut la race, ça inclut le statut marital, et puis ça inclut. Donc, comme on a dit, on peut regrouper des variables catégorielles et des variables quantitatives. Donc, on va voir que la race ici, c'est catégoriel. On va voir que la race est catégorielle ici. Voilà, donc peut-être que je vais laisser la race. Je vais prendre le statut marital. Voilà, statut marital. Et puis, si oui ou non, ils ont eu un diplôme. Et puis, l'âge. Ou bien l'éducation, niveau d'éducation. Voilà. On va voir que le statut marital ici, c'est catégoriel. Nos digues, c'est catégoriel. L'éducation, ce n'est pas catégoriel, c'est quantitatif, en fait. Voilà. Donc, supposons qu'on veut faire un tel modèle. Donc, on a fini ça. Data, on veut indiquer, en fait, on a mis virgule, on peut partir la ligne. Voilà. Data égale à le nom de notre base de données, c'est données. Voilà, on a fait ça. Maintenant, quelle est la méthode qu'on veut utiliser en fait pour faire le matching? Donc, dans R, il faut savoir voilà, il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a plusieurs méthodes, dont l'une des méthodes, c'est exact matching. Donc, comme on a dit ça, exact matching, c'est 1-1 en fait. Donc, si on a mis par exemple cette méthode exacte, donc c'est une méthode qui est là, ça peut être exact. Pour, pour vous aider même, ce qu'on va faire, on va mettre ici, on va chercher ici en fait dans R, on va dire, il n'a qu'à nous dire plus sur cette fonction match it. Et vous verrez. Donc, on vient dans la partie aide, help. On voit que il y a la méthode peut être nearest, n'est-ce pas? Donc, on va décrire ici la méthode. Voici les différentes méthodes. Donc, il y a nearest qui est la méthode, ça peut être optimal, ça peut être full, ça peut être quick, génétique. Donc, après, voilà, ça, comme c'est un exemple qu'on est en train de faire. Voilà, vous pourrez lire plus ou voilà pour en savoir plus sur chacune de ces méthodes. Voilà, mais ici, on va vous montrer un peu comment ça marche. Donc, on va pas s'attarder sur la méthode. Et les choses de la méthode, ce n'est pas aléatoire. Voilà, ça doit suivre ça doit être justificatif en fait. Donc, ici, on va prendre la méthode NIRS. Voilà, on va prendre la méthode NIRS. Maintenant, quel est le ratio? Est-ce qu'on veut faire un appariement égal ou pas, n'est-ce pas? Donc, tout ça, ce sont des choix, ce sont pas des choix qui se font, voilà, au hasard. Ça, il faut justifier, en fait. Donc, mais ici, pour cet exemple, on va dire on veut faire un ratio égal, c'est-à-dire le nombre d'individus qui sera sélectionné dans le groupe de traités sera le même dans le groupe non traité. Donc, c'est un appariement 1 à 1. C'est ce on dit ici en d'autres termes. Donc, une fois que c'est fait, on va exécuter tout ce code. OK, donc c'est fait. Dans la prochaine ligne maintenant, c'est de faire le summary. C'est comme si on faisait un modèle de régression, hein. Donc, on fait le summary et puis le nom de notre code là, de notre modèle là, c'est mout. Donc, on va faire summary mout et voir ce qu'on obtient. Donc, voici ce qu'on obtient. Voici ce qu'on obtient. Voilà, avant de passer à l'interprétation de ça, on va faire un plot, un graphique. On va faire un graphique de voilà, ce même modèle-là. Donc, on va prendre le type de graphique ici. Ça sera, on va prendre jitter. Donc, tout ça, ce sont les méthodes. Je pense que quand on cherche, on pourra voir cette méthode-là. Voilà. Donc, même ici, c'est juste l'exemple. Donc, on va aller droit au but. Donc, voici un peu à quoi cette méthode ressemble.
OK, voici un peu ça. Voilà, donc, on va faire notre plot. Cette fois-ci, au lieu de jitter, on peut utiliser histogramme. On fait un histogramme. C'est en train de charger. Et ça charge. On sait que ça charge à cause du, vous voyez ici en rouge stop. Voilà, donc, on est chargé. Voilà, pendant que ça charge, on va revenir un peu sur les premiers résultats. Voilà, donc ici qu'ils ont mis summary, c'est le résumé de de toute la base de données. Donc, on va voir que la première partie, en fait, c'est avant que on fait le matching, avant qu'on fait l'appariement. Avant qu'on fait l'appariement, on va voir que la moyenne, en ce qui concerne, voilà, on va voir que on peut voir les moyennes. Quelle était la moyenne pour, ça c'est le groupe traité, la moyenne du groupe traité, cette première colonne-là. Par exemple, qu'il s'agit de la variable statut marital, là. Il y a la moyenne ici, pour le groupe traité. Bon, c'est pas significatif, voilà. Ah, mais c'est pas meaningful, voilà, il n'y a pas forcément un sens vu que c'était 0,1. Mais on peut juste voir ici. On va voir que le groupe traité, c'est 0,18. Le groupe non traité, c'est 0,51. Ça veut dire en d'autres termes, 18% des personnes dans le groupe traité étaient mariées, comparé à 51% dans le groupe de contrôle. Quand on prend ceux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de diplôme secondaire à 70% dans les groupes traités comme 60% dans les groupes non traités. Quand on prend le nombre d'années voilà, d'éducation, on voit que c'est 10, ça, c'est pratiquement le même en fait, avant que on fasse l'appariement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Maintenant, ça c'est lorsque on a fait l'appariement. On va voir que, pour revenir encore sur le premier point, on va voir que ici la distance en fait, c'est le score qu'on regardait, le score de propension. Donc, c'était 0,37 ici, comparé à 0,26, 0,27 pour le groupe de contrôle. Mais une fois qu'on a fait l'appariement match data, donc l'appariement a été fait, on voit que la distance est la même maintenant. On a 0,38, environ 0,38. Donc, on a essayé, en d'autres termes, on a pris des éléments qui sont dans le groupe de traitement, on a trouvé les équivalents qui sont le groupe non traité, en fait. Maintenant, on a vu que, vous voyez ici encore, la moyenne en ce qui concerne le statut marital est pareil, et ça, c'est proche, et c'est encore proche. Donc, on est arrivé à créer, on avait une base de données originelle, n'est-ce pas? Donc, on est arrivé à créer, en fait, une sous-base de données où, en fait, les deux groupes sont maintenant similaires. Les deux groupes, le groupe traité et le groupe de contrôle sont similaires. Donc, on va voir que il y avait 429 dans le groupe de contrôle, 185 dans le groupe de traité. On voulait faire un appariement 1 à 1. Donc, vu qu'on avait 185 dans le traité, on sait qu'au maximum, on aura 185 dans le groupe de contrôle. Donc, on a pu les matchs. Donc, il y a 244 qui n'ont pas été match ici. Ça, c'est le reste. Il y a zéro au groupe de traité parce qu'on a tout utilisé les 185. Et puis, on n'a pas annulé quoi que ce soit. Donc, voici ça. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on a pu faire le matching.
Maintenant, le code est toujours, je vais annuler, puis ça prend assez de temps. Je viens d'annuler. Espérons que ça s'annule. Désolé, mon R semble être un peu planté. Mais le prochain code qu'on veut faire, on veut écrire, ça sera peut-être, on va appeler nouvelle base de données et on va dire match data, match data et puis notre modèle MOut. Donc, ce code, en fait, va nous permettre d'avoir notre nouvelle base de données. Notre nouvelle base de données. Voilà, donc j'ai dû recommencer. Donc, je dois refaire tout. Désolé. Je vais relancer encore. Ok, donc je vais juste ignorer ce code-là vu que ça prend le temps. Ok, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais juste ignorer les graphiques. Voilà pour l'instant. Je vais juste ignorer les graphiques pour l'instant. Voilà, donc on va faire sans les graphiques. Ok, donc on va créer cette nouvelle base de données qu'on appelle MData. Ça, c'est sur la base des résultats, en fait, qu'on a obtenus dans l'analyse voilà, dans le score de propension. Voilà, donc après avoir fait l'appariement, donc c'est ça. Donc, on a cette nouvelle base de données MData et on a ça ici. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, comme vous pourrez le lire ici, n'est-ce pas, on a vu que cette deuxième base de données, il y a 370 observations comparées à 614, la base de données initiale. Pourquoi? Parce que, comme on le disait tantôt, on a 185 dans le groupe de traitement et puis 185 dans le groupe de contrôle. Donc, si vous additionnez, vous voyez que ça fait 370 en fait. Donc, cette nouvelle base de données, c'est la base de données en fait qui contient uniquement, c'est cette base de données qui contient uniquement en fait, comment dirais-je, qui contient uniquement les voilà le nouveau échantillonnage qui prend en compte seulement les personnes traitées qui sont équivalentes aux personnes non traitées, en fait. Donc, voici comment on a obtenu cette nouvelle base de données. Maintenant, après ça, quand on fait le score de proportion, c'est parce qu'on fait d'autres analyses, en fait. Par exemple, on voulait comparer ici le salaire pour voir est-ce que ceux qui sont dans le groupe de traitement ont un salaire élevé à ceux qui sont dans le groupe de contrôle. Si on avait fait ça au début, en fait, sans avoir fait l'appariement, on allait voir qu'on peut avoir une différence. Mais est-ce que c'est dû vraiment au traitement? On ne sait pas. Mais maintenant qu'on a pu obtenir un score de propension qui est similaire, on sait que toutes les autres caractéristiques, si ça avait que ces facteurs sont influencés que par le statut marital, le diplôme et le niveau d'éducation, on va dire que si en réalité, supposons qu'en réalité,
Voici ces trois variables-là qui influençaient voilà le traitement. Donc, on a pu les mettre on a pu nous assurer que le groupe de traitement et puis le groupe de contrôle sont similaires en ce qui concerne le statut marital, le diplôme et puis le nombre d'années d'éducation. Alors, s'il y a une différence qu'on observe dans le salaire, cette différence-là est due à leur traitement, en fait. Voilà, donc voilà pourquoi on a fait le matching, l'appariement d'abord. Alors, maintenant, on peut prendre cette nouvelle base de données là, on va ouvrir cette nouvelle base de données. Donc, on peut faire une simple analyse de variance, hein, n'est-ce pas? Donc, on va faire modèle ANOVA, n'est-ce pas? Et notre variable Y ici sera le salaire en 78. Je m'assure que c'est ça, c'est le salaire RE 78, salaire 78, en fonction de facteurs traitement. La base de données, c'est ce qu'on a appelé MData. On appelle le modèle M. Une fois qu'on a fait ça, on fait le summary. Donc, si on va voir que la différence n'est pas, la valeur P n'est pas inférieure à 0,7, donc il n'y a pas de différence, tu vois. Donc, en faisant cette analyse de cette manière, on obtient qu'il n'y a pas de différence significative entre le salaire, n'est-ce pas, dans le groupe traité et le groupe non traité. Donc, le traitement n'a pas d'effet sur le salaire. Maintenant, supposons qu'on avait fait la NOVA on a fait ici avec la base de données originelle, c'est-à-dire la base de données qui contient les 614 observations. Donc, au lieu de prendre la base de données secondaire, on va prendre la base de données originelle qu'on a appelée données. Supposons qu'on avait fait ça à la base de données originelle. C'est toujours pas significatif, en fait. Donc, dans ce cas-là, on a été en griffe chanceux, n'est-ce pas? Mais le résultat aurait pu être différent, en fait. Le résultat peut être différent. Mais si c'était différent, est-ce qu'on peut attribuer ça au traitement? Bon, pas forcément. Pas forcément parce que c'est une donnée d'observation. Et puis, on n'a pas pris le soin d'apparier, en fait, les, les, les observations. Mais lorsqu'on a fait le propensity score matching, ou bien l'analyse des scores de proportion, on a pu, on a pu apparaître, en fait, le traitement et le contrôle. Donc, ce résultat, en fait, est plus fiable que le précédent. On va voir même que la valeur P n'est pas la même. Voilà, ouais, la valeur peut différer de toute façon. Donc, voici un peu. Donc, on fait l'analyse, on fait le score de proportion, en fait, c'est pour aboutir à un échantillon, comme on l'a obtenu ici, en fait, des groupes qui sont appariés, n'est-ce pas? Une fois qu'on a ça maintenant, on peut prendre ça pour poursuivre avec d'autres analyses. Ici, on a fait la NOVA, ça peut être la régression, ça peut être d'autres types d'analyses, en fait. Voilà, donc voici un peu une application dans R. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Et comme il a dit ici, les variables qu'on utilise ici pour les variables prédictives peuvent être quantitatives ou qualitatives ou catégorielles. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà. Donc, ça va dépendre de l'arrivée de littérature. Et puis, sachez aussi que n'oubliez pas que le score de proportion est aussi bon que les variables prédictives qui ont été utilisées pour produire ce score. Donc, il faut que ces variables soient vraiment les variables nécessaires pour l'analyse. Et il faut pas aussi omettre des variables parce que ça va influencer les résultats. Voilà, donc c'était un peu tout. Voilà, AMDC Lab, c'est votre groupe de statistiques et de consulting en méthode de recherche. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez
dont vous aimeriez qu'on explore en détail, n'hésitez pas à nous faire signe en commentaire. Nous pourrons le faire. Merci, à très bientôt pour un prochain numéro Amis, c'est la Ministre of Learning.